Tenez mon bébé, je vais chanter, dit Keisha en tendant le petit Tyler, âgé de seulement 8 mois, à une femme dans le public qui la regardait avec un mélange de pitié et de malaise. L'auditorium du prestigieux centre culturel métropolitain fut plongé dans un silence absolu, le genre de silence gênant qui précède une catastrophe annoncée. La femme hésita, clairement mal à l'aise à l'idée de tenir dans ses bras l'enfant d'une inconnue qui venait d'interrompre l'événement de gala le plus exclusif de la ville. Je ne sais pas si, murmura-t-elle en reculant légèrement. S'il vous plaît, insista Keisha avec un calme déconcertant, il ne mord pas. Et je vous promets que cela en vaudra la peine. Ce qui devait être une élégante soirée de collecte de fonds pour la rénovation du théâtre s'était transformé en spectacle public lorsque la jeune femme noire de 24 ans, vêtue de vêtements clairement usés et portant un bébé dans ses bras, avait réussi à passer la sécurité et à atteindre la scène principale. « Mon Dieu, comment cette personne a-t-elle pu entrer ici ?» murmura trop fort la mondaine Victoria Caldwell, présidente du comité organisateur, à son assistante. « Où est la sécurité ? C'est embarrassant. » Le directeur musical, le maestro Richardson, un homme de 60 ans ayant des décennies d'expérience dans les événements prestigieux, monta rapidement sur scène pour tenter de contrôler la situation. « Madame, je vais devoir vous demander de vous retirer immédiatement. Il s'agit d'un événement privé. » « Je sais exactement de quel type d'événement il s'agit, » l'interrompit Keisha, sa voix résonnant clairement dans le système de sonorisation sans qu'elle ait même besoin de s'approcher des microphones. « Un événement pour célébrer les talents exceptionnels et promouvoir la diversité dans les arts, n'est-ce pas ?» L'ironie dans sa voix était si tranchante qu'elle coupa court au murmure grandissant des 300 invités, chacun ayant payé $1000 pour leur billet. Keisha n'aurait jamais imaginé se retrouver sur cette scène de cette manière. Diplômée en musique de l'université grâce à une bourse, mère célibataire depuis l'âge de 19 ans, elle avait passé les 5 dernières années à se battre pour obtenir une chance dans le milieu artistique conservateur de la ville. « Écoutez, ma chère, » dit Richardson d'un ton paternaliste qui fit remuer plusieurs membres du public dans leur siège, « je comprends que vous traversiez peut-être des difficultés, mais interrompre notre événement n'est pas la bonne façon de... » 3 minutes, l'interrompit Keisha. « Donnez-moi 3 minutes pour chanter et je m'en vais. Si vous n'aimez pas, promettez-moi que je ne dérangerai plus jamais personne ici. » Le murmure de l'auditoire s'intensifia. Certains demandaient d'appeler la police, d'autres semblaient curieux de voir comment cela allait se terminer. Mais c'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Une voix familière résonna au fond de la salle. « Laissez-la chanter. » Toutes les têtes se sont tournées. C'était Jonathan Mitchell, le critique musical le plus respecté de la ville, dont les analyses pouvaient faire ou défaire des carrières. À 45 ans, il avait découvert certains des plus grands talents musicaux de la dernière décennie, et sa présence à cet événement était un honneur rare. « Jonathan, tu ne peux pas être sérieux, » dit Victoria, clairement agacée. « C'est une femme perturbée qui s'est introduite dans notre événement. Nous ne pouvons pas. » « En fait, » dit Jonathan en montant lentement les marches latérales de la scène, « je connais cette jeune femme. Et si elle dit qu'elle peut chanter, je suggère que nous l'écoutions. » L'auditorium devint encore plus tendu. Comment un critique renommé pouvait-il connaître une femme qui venait de s'introduire dans un événement de gala? Keisha regarda Jonathan droit dans les yeux, et pendant un bref instant, quelque chose passa entre eux. Une complicité, une compréhension mutuelle que personne d'autre dans le public ne parvint à déchiffrer. 3 minutes, alors, dit Richardson, visiblement mis sous pression par la présence du critique. Mais si ça tourne au cirque, ça ne le deviendra pas, assura Keisha, qui réussit enfin à convaincre la femme dans le public de tenir Tyler, qui restait miraculeusement calme malgré toute cette agitation. Ce sera inoubliable. Alors qu'elle se positionnait au centre de la scène, certains membres du public commencèrent à sortir leur téléphone portable, attendant clairement de documenter ce qu'ils pensaient être un désastre imminent. L'éclairage théâtral créait un contraste dramatique avec sa silhouette solitaire, et pour la première fois de la soirée, le centre culturel métropolitain était complètement silencieux. Ce que ces personnes privilégiées ne savaient pas, c'est que chaque regard méprisant, chaque murmure condescendant, chaque geste d'impatience était sur le point de se transformer en quelque chose qui allait changer non seulement cette soirée, mais aussi l'histoire de ce lieu à jamais. Si cette histoire de courage et de détermination vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple mère célibataire allait transformer la soirée la plus élitiste de la ville en un moment que personne n'oublierait jamais. Ce que le public privilégié ignorait, c'est que Keisha et Jonathan Mitchell avaient une histoire qui remontait à 5 ans, à l'époque où elle croyait encore que le talent et le dévouement suffisaient pour surmonter les barrières invisibles du monde musical élitiste. 3 ans de conservatoire, 2 ans de master, et pourquoi ? Avait dit Keisha à Jonathan cet après-midi pluvieux d'octobre, assise sur les marches de l'école de musique où elle venait d'être licenciée de son poste d'assistante professorale. Pour découvrir que mon diplôme vaut moins que la couleur de ma peau.
Jonathan, alors simple critique en devenir, avait été témoin de toute cette mascarade. Keisha était la professeure la plus talentueuse que l'établissement ait jamais eue, mais lorsque les parents fortunés ont commencé à exprimer leurs inquiétudes quant à la pertinence culturelle de l'éducation musicale de leurs enfants, la direction n'a pas hésité à inventer des excuses élaborées pour la licencier. Des questions budgétaires, avait menti le directeur Hamilton, père de 3 élèves de l'école et propriétaire d'une fortune bâtie dans l'immobilier. Rien de personnel, vous comprenez. Mais Keisha savait que c'était tout à fait personnel. Il s'agissait du fait que ses élèves étaient, pour la première fois, exposés à une véritable diversité musicale. Il s'agissait d'une jeune femme noire qui osait enseigner Mozart avec la même autorité qu'elle enseignait les spirituals. Il s'agissait d'elle qui avait prouvé que l'excellence n'avait pas de couleur, et cela dérangeait profondément ceux qui préféraient garder la musique classique comme territoire exclusif de l'élite blanche. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, debout dans le même type d'environnement qu'il avait rejeté, Keisha sentait le poids de tous ces regards condescendants. Victoria Caldwell chuchotait furieusement avec d'autres mondaines, clairement dérangée par l'invasion de son événement soigneusement organisé. « C'est absolument inacceptable », murmurait Victoria à son assistante. « Je ne sais pas comment cette personne a réussi à entrer ici, mais je vais m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Imaginez la réputation de notre comité après cette soirée. » L'ironie n'échappait pas à Keisha. Le même comité qui la traitait désormais comme une intruse avait engrangé des millions grâce à des événements sur la diversité et l'inclusion ces dernières années, en prenant toujours soin de maintenir cette diversité uniquement dans les discours, jamais dans la pratique. Richardson, le directeur musical, consulta sa montre de luxe et soupira avec impatience. « Accélérons le mouvement. Nous avons un programme à respecter et nos donateurs n'ont pas payé pour voir. Enfin, pour voir ça. » Tyler, toujours dans les bras de la femme du public, se mit à pleurnicher doucement. La femme, visiblement mal à l'aise, regardait autour d'elle à la recherche d'une issue pour rendre l'enfant. « Il a faim, » dit-elle, comme si cela prouvait une fois de plus que Keisha n'était pas à sa place dans cet environnement. « 3 minutes, » rappela Keisha, sa voix résonnant dans l'auditorium avec un calme qui contrastait fortement avec la tension palpable. « C'est ce que vous avez promis. » Jonathan observait tout cela en silence, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. Il savait exactement de quoi Keisha était capable, mais il connaissait aussi la cruauté de ce public lorsqu'il était confronté à quelque chose qui remettait en question ses attentes préconçues. « Mademoiselle », commença Richardson, réalisant qu'il ne connaissait même pas son nom. « Eh » compléta Keisha. Keisha est diplômée avec mention très bien de la Juilliard School, titulaire d'une maîtrise en chant de la Manhattan School of Music, ancienne professeure au conservatoire Westfield jusqu'à ce qu'on découvre qu'une femme noire pouvait enseigner la musique classique mieux que des professeurs aux noms européens. Le silence qui suivit fut assourdissant. Plusieurs personnes dans le public s'agitèrent inconfortablement sur leur siège. Le conservatoire Westfield était vénéré par l'élite culturelle de la ville, et sa mention changea complètement la dynamique de la salle. Victoria Caldwell pâlit visiblement. Elle connaissait très bien cette histoire. Elle avait été l'une des mères inquiètes qui avaient fait pression pour le départ de Keisha, affirmant que leurs enfants avaient besoin des influences plus traditionnelles dans leur éducation musicale. « C'est une accusation très grave », balbutia Victoria, essayant de garder son sang-froid devant les caméras que certains invités avaient encore allumées. « Une accusation » répéta Keisha, un sourire ironique se dessinant sur ses lèvres. « Non, Madame Caldwell, une accusation serait ce que je pourrais faire au sujet des emails que vous avez échangés avec la direction de l'école. Au sujet des menaces voilées de retirer les dons si une personne inappropriée continuait à influencer l'éducation musicale de vos enfants. » Le choc fut immédiat. Victoria tenta de balbutier une réponse, mais les mots ne sortaient pas. Comment Keisha était-elle au courant des emails? Comment avait-elle accès à la correspondance privée? Richardson fit un pas en avant, essayant de reprendre le contrôle. Même si vous avez des références impressionnantes, cela ne vous donne pas le droit d'interrompre notre événement et de porter des accusations sans fondement. 3 minutes, répéta Keisha, ignorant complètement cette tentative d'intimidation. Vous m'avez promis 3 minutes, et j'ai l'intention d'utiliser chaque seconde. Tyler était toujours agité, et Keisha s'approcha pour le reprendre. « Désolé pour le dérangement, » dit-elle à la femme qui le tenait, sa voix s'adoucissant pour parler au bébé. « Papa te regarde à la télévision, mon chéri. On va lui montrer de quoi maman est capable. » La mention que quelqu'un regardait la télévision fit bouger nerveusement plusieurs personnes dans le public. Si cet événement était diffusé, tout ce qui se passait ici deviendrait instantanément public. Jonathan se leva enfin. « Il vaudrait peut-être mieux laisser l'art parler de lui-même, » dit-il, sa voix tranchant les tensions croissantes. « Après tout,
N'est-ce pas ce que vous dites tous apprécier? La pureté de l'expression artistique, libre de tout préjugé? Le défi implicite dans ces paroles résonna dans l'auditorium. En tant que l'un des critiques les plus respectés du pays, Jonathan mettait essentiellement sa réputation en jeu pour défendre Keïcha, et tout le monde dans la salle le savait. Keïcha serra Tyler contre sa poitrine, prit une profonde inspiration et se plaça au centre de la scène. L'éclairage théâtral créait un halo autour d'elle, transformant cette mère célibataire en quelque chose de presque éthéré. Pendant un instant, le centre culturel métropolitain fut complètement silencieux, comme si même le système de climatisation s'était arrêté pour écouter. Ce que ces personnes privilégiées ne savaient pas, c'est que chaque regard méprisant, chaque murmure condescendant, chaque geste d'impatience alimentait en Keïcha quelque chose qu'elle ne pourrait jamais comprendre. La force transformatrice de quelqu'un qui avait passé des années à être sous-estimé et qui était maintenant sur le point de montrer exactement de quoi il était capable. Mais avant que la première note ne puisse sortir de ses lèvres, quelque chose de complètement inattendu se produisit. Les lumières de l'auditorium clignotèrent, et lorsqu'elles se stabilisèrent à nouveau, 3 autres personnes se tenaient à l'entrée principale du théâtre. Des personnes qui allaient transformer cette soirée en quelque chose de bien plus grand que ce que n'importe lequel d'entre eux aurait pu imaginer. Les 3 silhouettes qui venaient d'entrer dans l'auditorium firent froid dans le dos à Victoria Caldwell. En tête marchait David Chen, journaliste d'investigation pour la chaîne de télévision nationale, portant un appareil photoprofessionnel et affichant l'air de quelqu'un qui venait de dénicher le scoop du siècle. À ses côtés, Marcus Williams, l'ex-mari de Keïcha et père de Tyler, vêtu d'un costume qui ne correspondait absolument pas à l'homme humble dont Victoria se souvenait il y a quelques années. Et pour compléter le trio, l'avocate Carmen Rodriguez, connue pour ses victoires retentissantes dans des affaires de discrimination raciale. « Excusez-moi de vous interrompre », dit David, sa voix résonnant dans l'auditorium tandis qu'il allumait sa caméra. « Je suis David Chen, de News Network, et nous sommes ici pour une retransmission en direct d'une affaire très intéressante de discrimination sur laquelle notre chaîne enquête depuis plusieurs mois. » Victoria sentit son estomac se nouer. Une retransmission en direct? Cela signifiait que chaque mot, chaque réaction, chaque regard méprisant était enregistré et diffusé dans des milliers de foyers à ce moment précis. Richardson tenta d'intervenir, mais sa voix était plus faible que d'habitude. « Excusez-moi, mais il s'agit d'un événement privé. Nous n'autorisons pas les enregistrements sans. » En fait, interrompit Carmen en ouvrant un dossier et en sortant quelques documents, nous avons vérifié auprès de la commission des événements publics et nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Cet événement, bien qu'il se présente comme privé, bénéficie d'un financement public substantiel. Cela signifie qu'il est soumis aux mêmes lois de transparence et d'accès que tout espace public. Le silence qui s'ensuivit fut si profond qu'on pouvait entendre le bourdonnement des lumières de la scène. Keïcha restait au centre, Tyler désormais calme dans ses bras, observant la scène se dérouler avec un calme qui commençait à déranger profondément ceux qui s'attendaient à la voir craquer sous la pression. Marcus s'approcha de la scène, ses yeux rencontrant ceux de Keïcha avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Salut, chérie », dit-il doucement, mais suffisamment fort pour être capté par les microphones. « Comment va notre garçon ?» Le mot « notre » résonna dans l'auditorium comme une bombe. Ce n'était pas une mère célibataire désespérée, comme tout le monde l'avait supposé. Tyler avait un père présent, qui soutenait clairement tout ce que Keïcha faisait là. « Il va bien », répondit Keïcha, sa voix empreinte d'une tendresse qui contrastait fortement avec la tension ambiante. « Il regarde maman entrer dans l'histoire. » Victoria tenta de se ressaisir, réalisant qu'elle était filmée. « Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Si vous avez une plainte légale, il existe une procédure appropriée pour... » « Oh, mais nous avons suivi toutes les procédures appropriées, » dit Carmen avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous avons déposé des plaintes officielles il y a 6 mois. Nous avons contacté le comité d'éthique de l'institution il y a 4 mois. Nous avons demandé des réunions il y a 3 mois. Vous avez systématiquement ignoré chaque tentative de dialogue civilisé. » David a pointé la caméra directement vers Victoria. « Madame Caldwell, pouvez-vous commenter les emails que vous avez envoyés au conservatoire Westfield en 2019, dans lesquels vous suggériez que la présence de professeurs culturellement inappropriés nuisait à la pureté de l'éducation musicale de votre fille. » Victoria pâlit visiblement. « Ce sont des communications privées. Vous ne pouvez pas simplement... » « Privées » répéta Carmen en sortant d'autres documents de son dossier. « Lorsqu'elles sont envoyées à l'adresse électronique officielle d'un établissement d'enseignement financé par des fonds publics, en utilisant une terminologie qui a servi de base à un licenciement discriminatoire, en fait, elles sont devenues la preuve d'une violation des droits civils. » Jonathan, qui était resté silencieux en observant tout cela, se leva enfin. « Il est peut-être temps de laisser l'art parler, » dit-il en s'adressant à Keïcha.
Après tout, c'est pour cela que vous êtes venu ici, n'est-ce pas? Keisha acquiesça en serrant Tyler contre sa poitrine. Exactement, professeur Mitchell. La formalité de sa voix surprit tout le monde. 3 minutes, c'est ce qu'ils m'ont promis, et 3 minutes, c'est tout ce dont j'ai besoin pour montrer exactement ce qu'ils ont perdu en décidant que ma couleur de peau était plus importante que mon talent. Richardson regarda nerveusement les caméras, puis Victoria, cherchant clairement une issue. Écoutez, si c'est une sorte de piège pour un procès. Un piège? Répéta Keisha, et pour la première fois, sa voix trahissait une pointe d'indignation sincère. Monsieur Richardson, j'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien à Juillard. J'ai un master en chant à Manhattan. J'ai enseigné dans le conservatoire le plus respecté de cette ville jusqu'à ce que je sois licencié pour des raisons budgétaires qui sont apparues, comme par hasard, une semaine après que des parents inquiets aient remis en question mon adéquation culturelle. Elle fit une pause, regardant directement la caméra de David. La seule chose que j'ai montée de toute pièce, c'est cette occasion de vous montrer, à vous et à tout le pays, ce qui se passe lorsque les préjugés se déguisent en tradition. Tyler choisit ce moment pour laisser échapper un petit rire, comme s'il approuvait les paroles de sa mère. Le son innocent résonna dans l'auditorium tendu, créant un contraste émouvant entre la pureté de l'enfant et la cruauté de l'environnement qui l'entourait. Victoria tenta un dernier coup. Même si vous avez les qualifications que vous prétendez avoir, cela ne vous donne pas le droit d'interrompre notre événement et d'exposer des personnes innocentes à cette embuscade médiatique. Innocente. Carmen haussa un sourcil. Madame Caldwell, vous avez organisé une campagne coordonnée pour envoyer une enseignante qualifiée sur la base de préjugés raciaux. Nous avons documenté des réunions secrètes, des emails discriminatoires et même des enregistrements de conversations téléphoniques où des stratégies ont été discutées. Le public commença à murmurer nerveusement. Certains tentaient de s'éclipser discrètement, d'autres prenaient leur téléphone pour vérifier s'ils étaient bien en direct. L'atmosphère de supériorité culturelle qui avait dominé la soirée se transformait rapidement en panique à peine dissimulée. David dirigea la caméra vers le public. Pour nos téléspectateurs, nous sommes au Centre culturel métropolitain, où un événement de gala apparemment exclusif est devenu le théâtre de l'une des manifestations les plus dramatiques de discrimination institutionnelle que nous ayons jamais vues. Keisha prit une profonde inspiration, sentant le poids du moment. Des années d'humiliation, des mois de préparation juridique, des semaines de coordination avec les médias, tout cela avait conduit à ce moment. Professeur Mitchell, dit-elle, vous avez mentionné un jour que le véritable art a le pouvoir de transformer les consciences. Êtes-vous prêt à en être témoin? Jonathan sourit, une expression d'attente sincère illuminant son visage. J'attends ce moment depuis 5 ans, Keisha. La scène est à vous. Tyler se blottit davantage contre la poitrine de sa mère, ses petits yeux se fermant comme s'il savait que quelque chose de magique était sur le point de se produire. Keisha regarda le public tendu, les caméras allumées, les visages mêlant curiosité, peur et malaise, et laissa enfin un petit sourire confiant se former sur ses lèvres. Sous le poids de tous ces regards gênés, ses mains se posèrent délicatement autour de Tyler, se préparant à tenir le micro. Mais quiconque observait attentivement remarquerait que ce n'était pas la nervosité qui faisait que ses mains s'ajustaient avec précision, mais le contrôle absolu de quelqu'un qui s'apprêtait à réécrire non seulement sa propre histoire, mais aussi la définition de l'excellence de toute une société. Keisha serra Tyler contre sa poitrine, ferma les yeux un bref instant et se mit à chanter sans accompagnement instrumental. Seule sa voix put résonnant dans l'auditorium silencieux. La première note qui sortit de sa gorge fit s'arrêter le temps. Ce n'était pas seulement une voix, c'était une force de la nature, cristalline et puissante, qui semblait émerger d'un endroit au-delà de la technique, au-delà de l'entraînement, au-delà de tout ce que ce public élitiste avait déjà connu. Elle commença par Amazing Grace, mais pas la version édulcorée qui ornait les événements d'entreprise. C'était la version ancestrale, chargée de spiritual, de douleurs historiques transformées en transcendance, de générations de voix réduites au silence qui trouvaient désormais leur expression à travers elle. Le silence dans l'auditorium était absolu. Les téléphones portables qui, quelques secondes auparavant, servaient à échapper à cette situation embarrassante, restaient désormais oubliés sur les genoux, leurs propriétaires hypnotisés par la force émotionnelle de cette performance. Victoria Caldwell, qui avait passé les 5 dernières minutes à essayer de coordonner une sortie discrète, était paralysée. Ses mains tremblaient visiblement tandis que des larmes coulaient sur son visage parfaitement maquillé, estompant le mascara coûteux qu'elle avait soigneusement appliqué pour impressionner les autres membres de la haute société. Richardson, le directeur musical qui avait tenté d'expulser Keisha de la scène, était visiblement bouleversé. Ses yeux écarquillés et sa bouche entr'ouverte trahissaient le choc de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait failli priver le monde de l'une des voix les plus extraordinaires de sa génération. Mais c'est pendant la deuxième chanson
une interprétation bouleversante de « Strange Fruit » de Billie Holiday, que Carmen a décidé qu'il était temps d'agir. David, murmura-t-elle au journaliste, commence à filmer le public. Ce qui va se passer va entrer dans l'histoire. Pendant que Keisha chantait « Des corps étranges pendus aux arbres du Sud », Carmen ouvrit son porte-documents et commença à en retirer systématiquement des documents, comme si elle assemblait les pièces d'un puzzle bouleversant. Pour nos téléspectateurs, dit David à voix basse à la caméra, nous assistons non seulement à une performance extraordinaire, mais aussi à ce qui semble être la révélation en direct d'un cas de discrimination systématique sur lequel notre chaîne enquête depuis des mois. Tyler, miraculeusement calme dans les bras de sa mère, semblait hypnotisé par sa propre voix qui le berçait. Certains membres du public se mirent à pleurer ouvertement, non seulement à cause de la beauté de la musique, mais aussi parce qu'ils comprenaient de plus en plus l'injustice qui avait été commise. Lorsque Keisha a fini de chanter, le silence a duré près d'une minute entière. Personne n'osait briser le charme de ce moment par des applaudissements prématurés. C'est alors que Carmen est montée sur scène, micro à la main, et s'est tournée vers les caméras. « Mesdames et messieurs, je m'appelle Carmen Rodriguez et je représente légalement Keisha et depuis 6 mois. Ce dont vous venez d'être témoin n'était pas seulement une performance musicale extraordinaire, mais la voix d'une femme qui a été systématiquement réduite au silence par un réseau de discrimination institutionnelle. » Victoria a tenté de se lever, visiblement paniquée. « C'est absurde. Nous n'avons pas autorisé. » Madame Caldwell, l'a interrompu Carmen en brandissant un dossier rempli de documents, avant d'essayer de nier quoi que ce soit, vous voudrez peut-être écouter certains des emails que vous avez envoyés au conservatoire Westfield. Carmen fit signe à David, qui pointa la caméra directement vers Victoria, tandis que Carmen commençait à lire le document officiel. Citation textuelle de l'email daté du 15 mars 2019. « Je suis profondément préoccupée par l'influence culturelle inappropriée dont bénéficie ma fille. Une enseignante qui insiste pour mélanger des styles musicaux ethniques à notre programme classique traditionnel compromet la pureté de l'éducation pour laquelle nous payons. » Des murmures de choc ont résonné dans l'auditoire. Plusieurs personnes se sont retournées pour regarder Victoria, qui tremblait visiblement. Carmen a poursuivi, sa voix tranchante résonnant dans l'auditorium. Email daté du 22 mars. Si l'administration ne prend pas de mesures pour éliminer les influences culturellement divisives du corps enseignant, moi-même et d'autres familles seront contraints de reconsidérer notre soutien financier important à l'établissement. C'est hors contexte, s'est écrié Victoria désespérément. Vous ne pouvez pas simplement. Le contexte. Carmen sourit froidement. Nous allons vous donner tout le contexte nécessaire. Email daté du 2 avril, Madame Caldwell. Il ne s'agit évidemment pas de racisme, mais de maintenir des normes appropriées. Il existe certainement des professeurs plus traditionnels, disponibles pour ces postes. Richardson tenta d'intervenir, mais Carmen s'était déjà tournée vers lui. Monsieur Richardson, en tant que directeur musical ayant signé le licenciement de Keisha pour raisons budgétaires, pouvez-vous expliquer pourquoi le budget pour les professeurs a été comme par magie rétabli une semaine plus tard, lorsque le poste a été pourvu par un candidat ayant la moitié des qualifications de Keisha, mais qui était par coïncidence le fils d'un des plus grands donateurs de l'institution? Le directeur pâlit complètement. Ce sont des questions administratives complexes qui... Complexes. Jonathan Mitchell se leva enfin, la voix chargée d'indignation. Richardson, j'étais présent aux réunions administratives. Vous avez littéralement dit que certains parents avaient des inquiétudes quant à l'adéquation culturelle et qu'il serait plus prudent de trouver quelqu'un de moins controversé pour le poste. Marcus, qui était resté silencieux en observant tout cela, s'est finalement approché de la scène. Pour ceux qui regardent à la maison, a-t-il dit en regardant directement les caméras, je voudrais clarifier quelque chose. Ma femme n'est pas une envahissante désespérée. Elle est titulaire d'une maîtrise de la Manhattan School of Music, a enseigné pendant 3 ans et est ici aujourd'hui parce que toutes les portes que nous avons essayé d'ouvrir par les moyens appropriés nous ont été fermées au nez. Carmen acquiesça d'un signe de tête. Exactement. Nous avons déposé une plainte officielle auprès de la Commission des droits civils il y a 6 mois. Elle a été ignorée. Nous avons demandé à rencontrer le conseil d'administration de l'établissement il y a 4 mois. Nos demandes ont été rejetées. Nous avons tenté de négocier par les voies légales appropriées il y a 3 mois. On nous a répondu qu'il n'y avait aucune base légale pour une enquête. David a dirigé la caméra vers le public, capturant les expressions de choc, de honte et d'indignation qui se lisaient sur les visages des invités du gala. Ce n'est que lorsque notre chaîne de télévision s'est intéressée à l'histoire que nous avons soudainement découvert des irrégularités dans les procédures de recrutement du conservatoire, a poursuivi Carmen. Par coïncidence,
nous avons découvert que plusieurs autres enseignantes qualifiées issues de minorités ethniques avaient été licenciées pour des raisons budgétaires au cours des 5 dernières années, toujours à la suite de plaintes similaires de parents inquiets. Victoria a tenté un dernier coup désespéré. Même si certains malentendus ont eu lieu, cela ne justifie pas cette humiliante embuscade publique. Keisha, qui était restée silencieuse pendant toute l'exposition, a finalement repris le micro. « Madame Caldwell, dit-elle, sa voix conservant le même calme qui avait caractérisé sa performance, la seule chose humiliante ici, c'est de découvrir que des personnes en position de pouvoir utilisent leur influence pour faire taire les voix qui les mettent mal à l'aise. » Elle regarda directement les caméras. « Je ne suis pas venu ici pour humilier qui que ce soit. Je suis venu ici pour faire ce que j'ai toujours fait, chanter. Le fait que ma voix, mon éducation et mon talent dérangent des personnes qui préfèrent garder l'art comme un territoire exclusif de l'élite blanche. Eh bien, cela en dit plus long sur eux que sur moi. » Tyler choisit ce moment pour esquisser un petit sourire, comme s'il approuvait les paroles de sa mère, créant un moment de tendresse au milieu d'une tension dévastatrice. Carmen brandit un dernier document. « Pour finir, j'ai ici une copie de l'évaluation des performances de Keisha au conservatoire, datée d'une semaine avant son licenciement. Note exceptionnelle dans tous les domaines. Les élèves font des progrès remarquables. Recommandé pour une promotion au poste de professeur titulaire. » L'auditorium était complètement silencieux. Victoria pleurait visiblement maintenant, non pas d'émotion pour la musique, mais de honte et de panique. Richardson fixait le sol, incapable de regarder qui que ce soit dans la salle. « Une semaine plus tard, poursuivit Carmen sans relâche, cette même professeure exceptionnelle a été licenciée pour performance insuffisante. Quelle extraordinaire coïncidence. » David s'est tourné vers ses caméras pour un dernier commentaire. « Pour nos téléspectateurs à la maison, nous terminons une retransmission en direct véritablement historique depuis le Centre culturel métropolitain, où une soirée qui devait célébrer les arts s'est transformée en une exposition dévastatrice de la manière dont les préjugés systématiques opèrent dans les institutions culturelles les plus prestigieuses du pays. Alors que les flashs des appareils photo capturaient chaque expression de choc, de honte et de reconnaissance tardive dans l'auditorium, une chose était claire. Ce n'était pas seulement une victoire pour Keisha, mais un moment décisif qui redéfinirait la façon dont l'élite culturelle de la ville se percevrait désormais. Au centre de cette salle où régnait auparavant la discrimination déguisée en tradition, une nouvelle réalité prenait désormais forme, telle une symphonie qui trouve enfin son harmonie après des années de notes dissonantes, prouvant que la véritable excellence ne connaît ni couleur, ni classe sociale, ni limites imposées par ceux qui craignent la véritable grandeur. 3 mois plus tard, Keisha ait signé un contrat avec la plus grande maison de disques du pays. Sa première chanson, Strange Voices, sur la discrimination dans les arts, atteignait la première place sur toutes les plateformes. Le Centre culturel métropolitain l'invitait à devenir directrice artistique, invitation qu'elle refusa poliment. Victoria Caldwell a perdu son poste au sein du comité après une enquête fédérale. Richardson a été renvoyé du conservatoire. Tous deux ont regardé, embarrassés, Keisha recevoir le Grammy du meilleur premier album à la télévision. « Je ne suis pas venu ici pour détruire des carrières », a déclaré Keisha dans une interview. « Je suis venu montrer que le talent n'a pas de couleur. La véritable victoire n'est pas de voir ses ennemis tomber, mais de prouver que nous avons toujours été à la hauteur depuis le début. » Tyler, qui marchait désormais, applaudissait depuis le public tandis que sa mère chantait dans des théâtres où elle avait auparavant été rejetée. Marcus souriait fièrement. Sa femme avait transformé l'humiliation en révolution culturelle. Jonathan Mitchell a parfaitement résumé la situation. Ils ont voulu faire taire une voix. Ils ont fini par amplifier un mouvement. La meilleure vengeance n'a jamais été de détruire ceux qui vous ont fait du tort, mais de construire quelque chose de si grand qu'ils doivent vous applaudir debout. Si cette histoire de dépassement de soi vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que notre grandeur ne dépend pas de l'approbation des autres.